Qu'est-ce que le manipulateur déteste? Le manipulateur déteste les changements de conduite. Le manipulateur déteste que vous dérogiez à vos principes et il déteste aussi que vous modifiez vos règles de conduite. Pourquoi? Parce que cela lui fait perdre le contrôle qu'il exerce possiblement sur vous. Je vous explique tout ça dans les minutes qui suivent. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, je prévois de faire une petite série de vidéos sur ce que détestent les manipulateurs. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la toute première vidéo que j'ai publiée sur ce sujet et qui s'appelle 20 choses que déteste un manipulateur. Dans cette vidéo, je répertoriais une vingtaine de choses qu'un manipulateur déteste et c'est une vidéo qui a plu beaucoup et dont le contenu d'ailleurs a été repris ensuite par plusieurs coachs et auteurs de blogs. Vous trouverez un lien vers cette autre vidéo dans la description de la vidéo en cours. Alors j'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui « Le manipulateur déteste les changements de conduite ». À vrai dire, j'ai peiné à trouver un titre synthétique qui décrive fidèlement le fond de ma pensée. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Un manipulateur déteste les changements de conduite. Eh bien, je voulais dire que chacun de nous a l'habitude de réagir d'une certaine manière en fonction des situations. Dans telle situation, on veut réagir de telle manière. Et différemment de notre voisin. Parce que nous agissons en fonction de tout un ensemble de choses, nous respectons par exemple des principes, nous obéissons à des principes, nous suivons des règles de conduite, nous faisons des choix en fonction aussi de nos peurs, de nos sentiments, de nos croyances, etc. Et le manipulateur utilise cet ensemble de choses pour orienter nos comportements. Cela veut dire que le jour où vous entreprenez un travail sur vous-même, le jour où vous décidez de vous améliorer, de changer certaines failles entre guillemets qui sont en vous, eh bien le manipulateur de son côté va forcément voir disparaître certains leviers qu'il savait utiliser pour servir ses intérêts. Et à ce moment-là, donc, le manipulateur perd le contrôle, et bien sûr, il déteste cela. Et parmi toute cette variété de choses qui guident vos choix, il y en a une que j'ai évoquée à l'instant, une qui est essentielle et qui s'appelle les croyances. Certaines de nos croyances nous rendent fortement vulnérables à la manipulation. Et dès lors qu'on entreprend de changer nos croyances, dès lors qu'on entreprend de corriger nos croyances, on devient beaucoup plus difficile à manipuler et bien évidemment, comme je le disais à l'instant, le manipulateur déteste cela. Et c'est pour cela que je vais justement approfondir aujourd'hui dans cette vidéo le sujet des croyances. Je vais détailler tout cela dans la suite de cette vidéo, donc si ce que je dis vous semble pas très clair pour l'instant, écoutez la suite et vous allez comprendre rapidement tout ça. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut vraiment bien comprendre. Je le rappelle bien sûr, dans cette vidéo, quand j'utilise le terme manipulateur, je parle aussi bien d'un homme qu'une femme. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous donner des explications sur les croyances et sur leur fonctionnement. On va voir des exemples de croyances qui rendent vulnérables à la manipulation, on va voir comment naissent les croyances et aussi comment ces croyances influencent nos choix et nos comportements. Dans la deuxième partie, on verra comment le manipulateur utilise nos croyances pour obtenir ce qu'il veut de nous. On verra les croyances du manipulateur, la synergie entre nos croyances et celles du manipulateur, et on verra aussi ce qui arrive au manipulateur quand vous transformez vos croyances et pourquoi il déteste ça. On a commencé déjà à l'évoquer. Et enfin, dans la troisième partie, et c'est certainement le plus important pour vous, on verra comment se désensibiliser aux manipulations du manipulateur. Donc on verra déjà les freins à l'affirmation de soi et le lien qu'il y a avec les croyances. Je vous donnerai des pistes pour vous aider à prendre conscience de vos croyances. Je vous donnerai même une sorte d'exercice que vous pourrez faire. Je vous donnerai aussi une technique pour transformer les croyances qui vous rendent vulnérables à la manipulation. Et pour terminer, pour aller plus loin, je passerai 2 minutes à vous présenter un programme qui vous guidera dans cette transformation. Ce programme va vous aider à mieux vous connaître, il va vous aider à transformer les pensées automatiques qui vous freinent. Et donc les objectifs de ce programme, c'est de vous permettre de gagner en estime de soi, en confiance en soi, c'est d'être plus serein ou plus sereine, donc moins de peur, moins de stress, moins de culpabilité, moins de tristesse. Et le lien vers ce programme se trouve dans la description de la vidéo en cours. Alors commençons tout de suite par la première partie de cette vidéo, ce qu'il faut savoir sur les croyances. Définissons déjà ce qu'est une croyance. Une croyance, en fait, c'est une certitude que nous avons à propos de nous-mêmes ou de notre environnement, c'est-à-dire au sujet des autres ou du monde en général.
Je vais donc commencer par vous donner des exemples de croyances qui peuvent être exploitées par le manipulateur. En tous les cas, ce sont des croyances qui rendent vulnérables à la manipulation. Et je reprendrai ces exemples de croyances dans la suite de cette vidéo pour vous montrer comment justement le manipulateur utilise ces croyances. Alors, parmi les croyances, il y a les « il faut ». Les « il faut », ça concerne surtout des idées, des certitudes sur le monde en général, sur ce qui nous entoure en général. Par exemple, dans la vie, il faut réussir, sinon on n'est rien. Il faut toujours dire la vérité. Il faut respecter l'autorité. Il faut tout savoir. Dans la famille, il faut s'entraider, il faut se serrer les coudes. Il y a l'inverse, les croyances en « il ne faut pas », mais ça concerne toujours le monde en général. Exemple, il ne faut jamais se tromper. Il ne faut pas toujours dire ce que l'on pense. Et au-delà des croyances générales, il y a les croyances qui nous concernent nous-mêmes, qui concernent soi-même. Les croyances qu'on appliquera à soi-même, mais qu'on n'appliquera pas forcément aux autres. Et pour les reconnaître, c'est celles qui commencent par « je dois ». Je dois prévenir les besoins des autres. Je dois satisfaire leurs envies. Et ce qui en découle, je me sens responsable du bien-être des autres. Ou encore, je dois toujours me donner à fond. Ou je dois être parfait. Et il y a la formulation négative, je n'ai pas le droit de. Par exemple, je n'ai pas le droit d'être égoïste. Ou encore, je n'ai pas le droit de me rétracter une fois que je me suis engagé auprès de quelqu'un. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, je reviendrai dessus dans la suite de cette vidéo. Mais pour bien comprendre, il faut savoir que ces croyances ne sont pas forcément justes, ne sont pas forcément exactes, d'ailleurs c'est bien souvent le contraire. Et de plus, ces croyances, on ne les formule pas forcément ainsi dans sa tête. En fait, pour beaucoup de croyances, on n'en a pas conscience réellement, mais on obéit quand même à ces croyances-là. Nos actes sont guidés par cette façon de penser, par ces certitudes qu'on a. Et certaines même de ces croyances peuvent finalement devenir des principes, des règles de conduite auxquelles on obéit consciemment. C'est des règles de conduite qu'on s'est fixées consciemment. En tous les cas, ce sont des idées, des pensées auxquelles on obéit de façon réflexe. Et ces croyances nous guident dans nos prises de décision. Pourtant, comme je le disais à l'instant, elles ne sont pas forcément des vérités universelles, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors d'où nous viennent-elles ces croyances? Comment a-t-on acquis ces croyances? Eh bien, à sa naissance, l'enfant est vierge de convictions sur lui, sur les autres aussi, et sur le monde en général. Puis, au fil de sa vie, il va acquérir certaines convictions. Encore une fois, des convictions sur lui, sur les autres, sur le monde en général. Et parmi ces convictions, il va y avoir des notions de bien et de mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ces convictions-là, ce sont des croyances. Par exemple, c'est mal de désobéir. Il faut obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Alors, par quel mécanisme est-ce qu'on acquiert ces croyances, puisque à notre naissance, elles n'existent pas, on ne les a pas à notre naissance? Eh bien, on les acquiert par deux types de processus. Le processus externe et le processus interne. Le processus externe, en fait, c'est qu'on va s'approprier les croyances de notre environnement. Parmi celles-ci, il y a les croyances populaires et les croyances de nos proches. Les croyances populaires, en fait, elles sont globalement considérées comme vraies par tout le monde. Par exemple, les riches sont tous des pourris. Et vous voyez, derrière cette croyance-là, il y a un message inconscient qui fait que on va s'interdire de gagner beaucoup d'argent parce qu'on ne voudra pas devenir un pourri. Ce qui est faux. Une autre croyance populaire, pour réussir dans la vie, il faut faire des études. Vous voyez, là aussi, il y a un message inconscient qu'on va peut-être avoir, c'est « je n'ai pas fait d'études, donc j'aurai toujours des petits revenus ». Ce qui aussi, encore une fois, est faux. Et tout le monde n'a pas forcément cette façon de penser. Les croyances populaires, on les retrouve bien sûr dans les proverbes, par exemple « charité bien ordonnée commence toujours par soi-même » ou encore « loin des yeux, loin du cœur ». Et il y a les croyances de nos proches, donc de notre famille, des amis, des gens que l'on fréquente. Ce sont des croyances sur le monde, sur la vie en général, et aussi sur nous-mêmes. Par exemple, sur le monde, dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ou encore, il faut bien travailler à l'école pour ne pas être au chômage plus tard. Vous voyez, ce ne sont pas forcément des croyances populaires, mais des croyances que partagent certaines personnes autour de nous et qu'on s'approprie. Et puis, des croyances sur nous-mêmes. Tu es nul, tu n'arriveras à rien dans la vie. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a pu vous dire et que vous avez pu prendre pour vrai. Et qui aujourd'hui vous freinent, vous limitent. Vous pose des problèmes, mais vous ne comprenez pas d'où ça vient.
Donc ça, c'était le processus externe. Le processus interne, c'est quoi? Et ça fonctionne comment? Eh bien, on développe ses propres croyances à partir de son vécu, à partir de ses propres expériences ou d'expériences que l'on a vues. On va donc vivre une expérience de laquelle on va tirer, plus ou moins consciemment, une conclusion. Et cette conclusion va devenir une croyance, c'est-à-dire une idée dont on sera convaincu que celle-ci soit vraie ou qu'elle soit fausse. Et d'ailleurs, les croyances ne sont pas réellement vraies ou fausses, je l'ai évoqué tout à l'heure, elles correspondent plutôt à des points de vue qui nous aident dans notre vie ou au contraire qui nous desservent. Et c'est pour cela qu'on parle plutôt de croyances aidantes et de croyances limitantes, des croyances limitatives. Deux types d'expériences qui nous font acquérir ce type de croyances. Il y a les expériences exceptionnelles et les expériences répétées. Exemple d'expérience exceptionnelle. Pierre, enfant, a désobéi à son père un jour et n'a pas rangé sa chambre. Le lendemain, son père quittait le foyer familial et ne revenait jamais. Vous voyez, c'est quelque chose de difficile. Eh bien, Pierre, avec ses yeux d'enfant, s'est alors senti coupable. À tort, bien sûr. Il n'avait rien à voir avec le départ de son père. C'était complètement pas lié. Mais avec ses yeux d'enfant, il a fait un rapprochement, un lien, et il a eu cette croyance, il a enregistré cette croyance. Si je ne fais pas ce que me demandent les gens auxquels je tiens, je vais les perdre. Et ce qui se transforme dans sa vie de tous les jours en « je dois faire plaisir aux autres, je dois faire passer les demandes des autres avant mes propres désirs, pour être aimé des autres, je dois faire ce qu'ils me demandent ». Et une expérience répétée, comme son nom l'indique, c'est une expérience qu'on a vécue à plusieurs reprises. Par exemple, les parents de Véronique étaient très exigeants et la punissaient très sévèrement dès qu'elle se trompait. Eh bien Véronique aujourd'hui a cette croyance « je dois être parfaite, je ne dois jamais me tromper ». Quelles sont les conséquences de ces croyances sur nos actions, sur nos comportements, sur nos choix? C'est ce qu'on va voir tout de suite et ensuite on verra le lien de ces croyances avec celles du manipulateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ne respecte pas une de nos croyances ou plusieurs de nos croyances, eh bien souvent on le vit mal. Exemple, pour être reconnu par les autres, il faut être compétent en toutes circonstances. Et son corollaire, si je me montre incompétent dans un domaine, je n'aurai pas la reconnaissance de l'autre, il va penser beaucoup de mal de moi. Vous voyez, si un jour cette croyance-là, elle n'est pas validée, eh bien on va ressentir du stress, de l'angoisse, et ça c'est un levier pour le manipulateur. Dans cet exemple, là, il lui suffit de nous mettre dans une situation d'échec pour nous déstabiliser. Et c'est facile pour lui de nous mettre dans une situation d'échec, il suffit qu'il utilise la double contrainte, c'est-à-dire qu'il va nous donner deux injonctions qui sont contradictoires, et ce qui fait qu'on ne pourra pas obéir à une injonction sans désobéir à l'autre. J'en parlerai dans la suite de cette vidéo. Certaines de ces croyances deviennent des principes et mènent à des règles de conduite qu'on se donne consciemment. On s'y conforme plus ou moins, de façon volontaire. Par exemple, on doit toujours tenir ses engagements. Voilà une forme de croyance. Ça peut devenir, du coup, cette règle de conduite, je m'interdis de me rétracter une fois que je me suis engagé. Ou encore, si je ne respecte pas ma parole, je suis une mauvaise personne. Vous voyez, là, on retrouve bien la notion de bien et de mal. Mauvaise personne. Autre exemple, si je ne suis pas généreux, je suis égoïste. D'où la règle de conduite, je dois toujours me montrer généreux. Et il y a ce corollaire, si je ne me montre pas généreux, je suis une mauvaise personne. Vous voyez, on retrouve encore la notion de bien et de mal, mauvaise personne. On a terminé cette première partie, on va passer aux deux parties suivantes. Dans la suite de cette vidéo, on va donc voir les croyances du manipulateur, la synergie entre vos croyances et celles du manipulateur, ce qui arrive au manipulateur quand vous transformez vos croyances et pourquoi il déteste ça, les freins de l'affirmation de soi, des pistes pour vous aider à prendre conscience de vos croyances, on fera une sorte d'exercice ensemble, une technique pour transformer les croyances qui vous rendent vulnérables à la manipulation, et on prendra 2 minutes pour que je vous présente un de mes programmes qui vous guidera pas à pas. L'objectif de ce programme, c'est de transformer vos comportements et votre manière de voir les choses de manière à mieux résister aux manipulateurs. Idéalement, l'objectif, c'est de vous rendre insensible à toute forme de manipulation. Le lien vers ce programme, d'ailleurs, se trouve dans la description de la vidéo en cours.
Mais juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et pensez à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, pensez bien aussi à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un j'aime sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre soutien et je continue tout de suite la vidéo. Partie 2. Comment le manipulateur utilise nos croyances pour obtenir ce qu'il veut de nous. Déjà, on va voir la relation qu'il y a entre les croyances du manipulateur et les nôtres. Et vous allez voir que ces croyances sont symétriques. Déjà, répondons à cette question-ci. Les manipulateurs sont-ils conscients de leur manière de faire? Eh bien, dans le cadre de relations, couple, amitié, etc., non. Les manipulateurs n'en sont pas conscients eux-mêmes, car en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leurs propres croyances, leurs propres principes préétablis, et ils y obéissent comme chacun obéit à ses croyances. La différence avec les autres personnes, c'est que les manipulateurs appliquent ces croyances aux autres, tandis que les autres personnes se les appliquent à eux-mêmes. Ces croyances qui sont symétriques aux nôtres, qui sont communes, vous allez voir. C'est pas très clair pour l'instant, je suis désolé, je vais améliorer ça tout de suite. Voilà. Donc vous partagez certaines croyances avec celles du manipulateur, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, à une différence près. Vous appliquez ces devoirs, ces obligations, ces règles de conduite à vous-même, donc sans forcément d'ailleurs les exiger des autres. Tandis que le manipulateur, lui, qui a les mêmes croyances, eh bien il va les exiger des autres et surtout de vous-même, dans le cas d'une relation entre lui et vous. Et ça, sans bien sûr se l'appliquer à lui-même, sans respecter lui-même ses croyances. Je vous donne tout de suite un exemple concret pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Imaginez cette croyance. Dans la famille, il faut s'entraider, il faut se serrer les coudes. Voilà. C'est une croyance que vous pouvez avoir, une règle de vie même que vous pouvez consciemment respecter. Le manipulateur a la même, sauf que vous l'interprétez de cette façon-là. Je dois aider les membres de ma famille quand ils ont besoin de moi. Je dois aider. Et le manipulateur, lui, il la comprend plutôt de cette façon-là. Ma famille doit m'aider quand j'ai besoin d'elle. Autre exemple, voici la croyance, on doit toujours tenir ses engagements. Dans votre tête, ça va se transformer en je lui ai dit que je ferais cela, je ne peux pas revenir sur ma parole. Dans la tête du manipulateur, ça devient il m'a donné sa parole et il n'a pas le droit de me laisser tomber. Vous voyez, et d'ailleurs, lui, il peut laisser tomber, il peut se rétracter parce que il a toujours une excuse pour lui. Il se trouve toujours une excuse. Du coup, quel est le mécanisme ? C'est ce que j'appelle l'effet miroir des croyances. En fait, vous avez la même croyance, mais vous l'appliquez différemment. Vous l'appliquez à vous-même, lui, il l'applique aux autres. Ce qui fait que vous êtes complémentaires. Alors dans la pratique, comment ça se passe? Comment le manipulateur fait pour utiliser cet effet miroir des croyances? Quel est le mécanisme? Prenons par exemple cette croyance-ci. Dans la famille, il faut s'entraider, il faut se serrer les coudes. Pour utiliser cette croyance, le manipulateur peut tout simplement faire un rappel de la croyance, un rappel de cette règle de conduite que vous êtes fixée. Donc un rappel direct, il vous dira tout simplement, tu sais que dans une famille, on s'entraide. Voilà, donc là, vous vous sentez un peu coupable si vous ne voulez pas l'aider. Il peut aussi faire un rappel indirect, donc il va rappeler indirectement cette règle de conduite, ce sera implicite. Par exemple, quand le manipulateur est le père, il pourrait dire « tu ne veux pas aider ton père ?» Donc voilà, vous voyez, c'est un rappel en famille, il faut s'entraider. Il rappelle le lien que vous avez avec, et il pose la question, veux-tu aider ou pas ton père? Sous-entendu, veux-tu respecter cette règle-là, qui dit que on doit s'entraider dans la famille, on doit s'entraider, on doit aider son père. Autre formulation indirecte, tu n'aiderais pas ta sœur? Ou encore, rappelle-toi que je suis ton frère. Vous voyez, ces phrases, elles font référence donc indirectement à votre croyance commune que vous partagez tous les deux, le manipulateur et vous, même si celle-ci n'est pas rappelée explicitement. Et donc, ces formulations-là peuvent entraîner un sentiment de honte ou de culpabilité dans le cas où on dérogerait à cette règle de conduite. Je vous donne un second exemple. Imaginons que la croyance soit je ne dois pas être égoïste. Eh bien, si on rapporte la croyance à un contexte, ça peut être « je suis égoïste quand je lui refuse un service ». Et donc, le manipulateur
peut encore faire référence à cette croyance-là, il peut vous la rappeler de façon directe, tout simplement, tu ne penses qu'à toi, tu n'es qu'un égoïste. Et là, on va se dire, c'est vrai, je ne dois pas être égoïste. Il nous rappelle donc directement cette croyance. Mais il peut faire un rappel indirect, par exemple, en sous-entendant notre égoïsme. Si vous refusez de garder les enfants de votre sœur alors qu'elle aimerait aller au cinéma, celle-ci pourrait vous dire « Ah mais c'est pas cool de ta part, tu as toutes tes soirées pour toi et je ne t'en demande qu'une seule. C'est pas cool de ta part, tu as toutes tes soirées pour toi et moi je ne t'en demande qu'une seule. » Alors là, on risque de se sentir contraint parce que normalement ça devrait être un choix libre de l'aider. C'est votre sœur d'ailleurs qui a choisi d'avoir des enfants, c'est pas vous. Donc c'est à elle d'en prendre les responsabilités. Ça vous empêche pas bien sûr de lui rendre service, mais c'est pas de votre responsabilité. Donc vous devriez pouvoir faire un choix libre, mais là non, on se sent contraint. Vous vous sentez contraint ou contrainte. Alors attention, bien sûr, ce n'est pas forcément de la manipulation, ça peut aussi être simplement les propos d'une personne honnête mais déçue, qui a le sentiment que vous êtes égoïste, qui a sincèrement le sentiment que vous êtes égoïste et qui va s'arrêter là, qui exprime juste sa déception. Alors bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives si vous entendez ce genre de formulation, il faut contextualiser, voir si cette personne insiste sur ce soi-disant égoïsme afin de vous faire changer d'avis régulièrement, en appuyant sur la honte, sur la culpabilité, et il faut voir aussi à quelle fréquence elle formule ce genre de phrases, quelles sont ses habitudes. Voilà, c'est un petit avertissement qui me semblait important de préciser. Donc cette symétrie, cet effet miroir comme je l'appelle, il explique comment le manipulateur réussit à générer autant d'émotions chez vous. Donc il réussit comme ça facilement à générer des sentiments désagréables comme la culpabilité ou la honte. Et on voit donc qu'il arrive à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est douloureux car d'après notre système de croyance, on a la sensation de mal agir, d'être une mauvaise personne. Et ça explique aussi en partie comment le manipulateur peut avoir autant d'influence, ou on va plutôt dire de prise, sur nos comportements. Et ça explique aussi qu'il réussisse à nous faire faire des choses qu'on n'aurait pas acceptées spontanément. Alors qu'est-ce qui arrive au manipulateur quand vous transformez vos croyances? Pourquoi il déteste que vous transformiez vos croyances? Eh bien, parce que il y a deux choses qui vont se produire quand vous transformez vos croyances. Première chose, vos croyances ne sont plus en phase avec les siennes. C'est ce qu'on a vu, il n'y a plus cet effet miroir. La synergie disparaît. Et le manipulateur va donc être frustré et tout simplement, il va trouver que votre comportement est mal parce qu'il ne respecte plus ses propres croyances, ses croyances à lui. Par exemple, prenons la croyance « il ne faut jamais se tromper ». Si vous faites une erreur et que désormais, au lieu de vous en vouloir, de vous confondre en excuses, vous arrivez à dédramatiser, alors ça va le mettre en colère, parce que lui, il aura l'impression que vous minorez cette erreur, alors qu'il trouvera que c'est grave, que c'est important. Pour la croyance, il ne faut pas changer d'avis. Si vous vous autorisez tout à coup, entre guillemets, tout à coup, à changer d'avis, alors qu'auparavant, vous l'interdisiez formellement, dans toutes les situations où vous vous interdisiez de changer d'avis, et que là, tout à coup, vous vous autorisez à changer d'avis par moment, eh bien, il va détester cela parce que il trouvera toujours impardonnable que vous puissiez changer d'avis, parce que lui aussi, il pense qu'il ne faut pas changer d'avis. Et il y a une deuxième chose pour laquelle il va détester la transformation des croyances, c'est tout simplement qu'il va perdre le contrôle. C'est sa perte de contrôle qui va le faire paniquer. Parce que tant qu'une victime de manipulateur partage les mêmes croyances que celui-ci, alors le manipulateur peut utiliser ces croyances comme des leviers pour guider les actions de sa victime. Mais dès lors que cette victime, elle transforme ses croyances, le manipulateur perd les commandes, il perd le contrôle, il perd prise. Et donc, il déteste cela. Et comme c'est une personne angoissée, je le rappelle, il a besoin de contrôler son entourage pour se sentir rassuré. Donc, à ce moment-là, il perd le contrôle, il ne contrôle plus son entourage, en tout cas, il ne contrôle plus la personne qui commence à lui échapper, donc il commence à paniquer. Voilà. Donc, deux grandes raisons pour lesquelles le manipulateur déteste qu'on transforme nos croyances. La première, c'est que du coup, c'est désagréable parce que votre comportement se heurte à ses croyances et il trouve ça mal tout simplement. Et deuxième chose, il perd le contrôle. Donc pour conclure, si vous transformez vos croyances, le manipulateur perd prise sur vous. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la troisième partie, comment vous pouvez transformer vos croyances et comment donc se désensibiliser aux manipulations du manipulateur.
J'aborde maintenant la troisième partie de cette vidéo, comment se désensibiliser aux manipulations du manipulateur. Déjà, j'aimerais commencer par quelque chose de très général qui ne concerne pas forcément les manipulateurs, ou les relations avec les manipulateurs, c'est les freins à l'affirmation de soi. Donc là, je parle plutôt d'un contexte général, s'affirmer en général avec les gens autour de nous, manipulateurs ou pas. Donc quels sont les freins à l'affirmation de soi? Alors, il y en a plusieurs, mais certains, j'aimerais vous les donner aujourd'hui. Il y a les freins liés à l'éducation. Et il faut se poser la question suivante, est-ce que nos parents, nos enseignants ou les personnes qui nous ont éduqués quand on était petits, est-ce qu'ils nous ont appris à communiquer? Est-ce qu'ils nous ont appris à exprimer nos idées, nos pensées, nos ressentis, nos goûts? Ou bien est-ce que c'était le contraire? Est-ce qu'ils nous réprimandaient quand on commençait à exprimer nos idées, nos pensées? Laisse les grandes personnes parler. Ou écoute les grandes personnes, elles savent. Voyez? Quel genre de modèle étaient ces personnes-là? Est-ce que c'était des personnes affirmées ou bien des personnes passives ou agressives? Quel genre de modèle c'était, ces personnes que vous avez fréquentées quand vous étiez enfant, qui vous ont élevé, les parents, les enseignants? Et je parlais donc d'éducation parce que à travers cette éducation qu'on a reçue, on peut avoir perdu la spontanéité qu'on avait quand on était enfant. Vous savez, quand on est enfant, on exprime nos pensées sans filtre. Et puis finalement, on va rajouter des filtres en grandissant. Et on va aussi adopter des comportements convenus, donc ceux que les autres attendent de nous. On va adopter des comportements que les autres attendent de nous. Tout ça afin d'obtenir la reconnaissance des autres, afin d'obtenir leur amour, par exemple l'amour de ses parents, et aussi bien sûr afin d'éviter d'éventuelles sanctions. Pour résumer, l'éducation qu'on a reçue va nous aider à devenir plus ou moins affirmés. Mais il y a aussi la culture. Qu'est-ce qui est valorisé dans la culture de votre pays ? Ou de votre pays d'origine si vous êtes immigré. Qu'est-ce que notre culture nous autorise? Qu'est-ce qu'elle nous interdit? Est-ce que par exemple, dans votre culture, c'est bien de contredire une personne qui détient l'autorité? Un père, un enseignant, un chef. Vous voyez? Et comme je le disais tout à l'heure, donc les croyances, c'est une certitude que nous avons à propos de nous-mêmes et de notre environnement. Et si vous vous souvenez bien ce que j'expliquais tout à l'heure au sujet de la naissance des croyances, au sujet de l'origine de nos croyances, eh bien, notre éducation et notre culture vont influencer les croyances que nous avons aujourd'hui, que nous acquérons pendant notre enfance et que nous avons aujourd'hui. Par exemple, l'éducation, la culture qu'on a reçue peut nous faire penser ceci. Je dois être une épouse parfaite, ou je dois être aux petits soins avec mon mari et répondre à toutes ses attentes. Ou au contraire, dans la vie, je dois apprendre à être autonome, à ne compter sur personne et à savoir me débrouiller seul. Notre culture, notre éducation peut aussi avoir développé notre individualisme. Dans la vie, c'est chacun pour soi. Ou au contraire, elle peut avoir développé l'entraide. Par exemple, dans la cellule familiale, la famille c'est sacré, il faut s'entraider entre frères et sœurs. Ou alors, dans le cercle d'amis, les amis doivent s'entraider. Donc vous voyez comment notre éducation, notre culture influence les croyances que nous avons. Et notamment celles que nous pouvons avoir concernant l'affirmation de soi. Je dois me taire, je ne dois pas exprimer mon avis, je dois laisser parler les autres, etc. Je ne dois pas dire non, je n'ai pas le droit de refuser, je dois faire passer les autres avant moi-même, etc. Et puis, à cela s'ajoute l'estime de soi. Et les personnes qui ont une faible estime de soi, elles ont plus de mal à s'affirmer. L'estime de soi, je le rappelle, c'est, pour le dire rapidement, la valeur que nous pensons avoir, la valeur que nous nous donnons. Si nous pensons avoir une faible valeur, une faible importance, eh bien, nous aurons tendance à faire passer les désirs des autres avant les nôtres, parce que les désirs des autres, nous les percevrons comme étant plus importants que les nôtres. Et au-delà de l'estime de soi, il y a aussi la confiance en soi, et le fait de manquer de confiance en soi, ça peut aussi freiner notre affirmation de soi. Pour le dire rapidement, avoir confiance en soi, c'est se sentir capable de faire certaines choses. Et forcément, si on manque de confiance en soi, eh bien, on risque de ne pas oser tenir tête à quelqu'un, on risque de ne pas oser refuser, exprimer sa pensée, donner son opinion. Et devant cette attitude effacée qu'on aura, forcément, il sera plus facile à un manipulateur de nous forcer la main. Donc pour conclure cette petite partie, il est important, vous l'avez bien compris, de transformer les croyances qui nous freinent, mais pas seulement, il est important aussi de gagner en estime de soi et en confiance en soi. Alors maintenant, je vais vous donner des pistes pour prendre conscience
de ces croyances, pour vous aider à prendre conscience des croyances qui peuvent vous freiner et qui peuvent aussi vous rendre vulnérable à la manipulation. Pour cela, je vais vous proposer une sorte de petit exercice. Ce n'est pas réellement un exercice, c'est plutôt des questions qu'il faut se poser, un cheminement que vous pouvez faire. En tous les cas, ce qu'on va voir tout de suite, ça va vous aider donc à prendre conscience de vos croyances. Première chose à vous demander, c'est de quoi vous avez peur. Donc vous pouvez par exemple penser à une situation particulière et vous demander de quoi vous aviez peur à ce moment-là. Une situation bien sûr dans laquelle vous êtes senti contraint, manipulé ou vous êtes senti mal à l'aise. Voilà. Alors, parmi les choses qui vont pu vous faire peur, il y a la peur de paraître égoïste, ou de paraître, par exemple, irresponsable, imparfait, incompétent. Ça, en fait, c'est globalement ce qu'on appelle la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Et bien sûr, je vous le rappelle, le manipulateur, lui, manque de nuances. Donc, selon lui, vous êtes avec lui ou contre lui, et si vous n'êtes pas parfait à ses yeux, alors vous ne valez rien, vous êtes complètement imparfait. Donc, vous voyez, le manipulateur, parce qu'il manque de nuances, aura tendance à exagérer. Alors, si vous avez peur de paraître imparfait, et qu'il vous dit que vous êtes nul, que vous ne valez rien, dédramatisez. Rappelez-vous qu'il manque de nuances, et qu'il exagère. Si vous avez peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié, de ne plus être désiré, accueilli, prenez conscience que le manipulateur, en fait, joue sur cette peur pour vous contraindre. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, pour ne pas risquer de perdre son amour, son affection, son estime, on a tendance à lui obéir. Donc, prenez conscience que le manipulateur joue sur cette peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié pour vous contraindre. Il y a un autre type de peur que vous pourriez avoir, c'est celle de vous faire passer en premier, peur de penser à vous. Et là, à ce moment-là, c'est accompagné d'un sentiment de culpabilité. Donc, de quoi avez-vous peur dans une situation en particulier ou en général? Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que vous vous interdisez? Quels sont les interdits et les limites que vous vous imposez? Pensez à une situation concrète. Encore une fois, une situation concrète où vous vous êtes senti obligé, où vous vous êtes senti contraint. Et demandez-vous pourquoi vous vous êtes senti contraint. Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Complétez. Je n'ai pas le droit de. Voilà. Dans cette situation-là, vous vous êtes dit, je n'ai pas le droit de. Par exemple, je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Je n'ai pas le droit de lui dire ce que je pense. Pensez toujours à cette situation-là et complétez la phrase suivante. Je ne peux pas X sinon Y. Vous voyez, vous êtes peut-être dit dans cette situation dérangeante, je ne peux pas le décevoir, sinon il ne m'aimera plus. Vous voyez, donc là, ça fait référence à la peur de ne pas être aimé, à la peur de ne plus être apprécié. Et maintenant, nous allons ensemble trouver quelles sont les croyances qui sont liées à ces pensées que vous avez eues dans la situation ou dans les situations auxquelles vous avez pensé à l'instant. Et vous allez donc reprendre ces phrases automatiques que vous avez eues, ces pensées automatiques, et vous allez compléter celles-ci. Je crois que. Par exemple, si vous êtes dit « Ah, j'ai eu peur de perdre son amour » ou en général, j'ai peur de perdre son amour, complétez « Je crois que ». Par exemple, je crois que pour être aimé par les autres, il faut être généreux avec eux. Vous voyez, ça c'est une croyance. Je crois que pour être aimé par les autres, il faut être généreux avec eux. Si, dans certaines situations, vous vous dites « J'ai peur de paraître égoïste », je crois que, par exemple, ça donnera « Je crois que c'est mal de penser à soi avant de penser à l'autre ». Je ne peux pas rater mon plat, sinon je serai minable. Eh bien, vous voyez, la croyance, c'est « Je crois que dans la vie, il faut tout réussir, sinon on ne vaut rien ». Si, dans une certaine situation, vous dites « Ah, mais j'ai pas le droit de me tromper », la croyance, c'est « Je crois qu'il faut être parfait, sinon on est une mauvaise personne ». Voilà, alors là, je vous ai donné donc une façon très très rapide, très très succincte de mettre le doigt, de mettre en évidence certaines croyances. Alors ça manque un petit peu de méthode parce que, je vous l'explique en quelques minutes, il faudrait prendre plus de temps pour voir tout ça. Et justement, si vous voulez aller plus loin, il y a mon programme qui s'appelle la méthode espoir. Très brièvement, qu'est-ce que c'est que la méthode espoir? Je vais faire juste une petite parenthèse très rapide et je reprends la vidéo tout de suite. La méthode espoir, donc c'est un de mes programmes. C'est une méthode en 7 étapes à travers laquelle je vais vous aider à reconnaître toutes ces pensées qui vous freinent aujourd'hui et qui font que pour vous c'est parfois difficile de vous affirmer, et en particulier toutes ces pensées qui vous rendent vulnérables à la manipulation, toutes ces pensées que le manipulateur utilise comme des leviers qu'il actionne pour obtenir ce qu'il veut. À travers ce programme, je vais vous donner beaucoup de choses, et notamment des outils pour arriver facilement à reconnaître ces pensées et à identifier vos croyances.
Il vous suffira tout simplement de suivre les étapes pas à pas. Là, je vous ai donné quelques pistes très rapides en vrac. Il n'y a pas vraiment de méthode dans ce que je vous ai donné, parce que j'ai pas le temps là, en quelques minutes d'expliquer tout ça. Mais par contre, dans le programme, la méthode Espoir, je vous détaillerai tout ça beaucoup plus précisément et ce sera beaucoup plus facile à suivre. Il suffira, donc je le disais, de suivre les étapes une à une. Et vous comprendrez, ça c'est l'étape 4 de la méthode, vous comprendrez pourquoi vous ressentez peut-être de la honte ou de la culpabilité dans certaines situations. Et nous verrons comment se débarrasser justement de ces sentiments, de ces émotions désagréables qui peuvent peut-être vous pourrir la vie. Et bien sûr avec lesquels le manipulateur joue. Voilà, je reviens dans un instant sur cette méthode Espoir, mais je reprends tout de suite la vidéo pour terminer avec justement une technique pour transformer les croyances qui rendent vulnérables à la manipulation. Donc une technique simple. Il y en a plein d'autres que je vais vous partager dans le programme La méthode Espoir, mais celle-ci est toute simple. Donc, comment transformer certaines croyances qui rendent vulnérables à la manipulation? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, certaines croyances sont formulées sous la forme je dois ou je ne dois pas. Eh bien, il suffit de transformer les je ne dois pas en j'ai le droit de. Donc, vous allez transformer ainsi vos pensées limitantes en pensées aidantes. Par exemple, si vous vous dites « je n'ai pas le droit de me tromper », eh bien, reformulez la phrase autrement en commençant par « j'ai le droit de ». Donc, je n'ai pas le droit de me tromper, remplacez ça par « j'ai le droit de me tromper », je m'autorise à me tromper. Si vous pensez actuellement, par exemple, ceci, je crois que c'est mal de penser à soi avant de penser à l'autre, alors dites-vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'ai le droit de penser d'abord à moi, je reste une belle personne malgré cela. Vous voyez? Et en reformulant ainsi les phrases, en vous les répétant régulièrement, vous allez changer votre façon de penser, votre comportement, et ça vous rendra à terme moins vulnérable à la manipulation. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire pour transformer ces croyances, pour identifier ces croyances d'abord, et ensuite pour les transformer, et pour devenir de moins en moins vulnérable à la manipulation, et bien sûr, pour rendre le manipulateur fou parce qu'il va détester ce changement-là. Comme je le disais donc à l'instant, il y a un programme que j'ai créé qui s'intitule La méthode Espoir. Ce programme-là, c'est quoi? C'est une méthode qui, dans un premier temps, va vous aider à mieux vous connaître, notamment à mieux connaître vos croyances. Il va aussi vous aider à transformer les pensées automatiques qui vous freinent. Son objectif, en fait, il y en a plusieurs, c'est donc de gagner en estime de soi, en confiance en soi, d'être plus serein, donc d'avoir moins peur, moins de stress, moins de culpabilité, moins de tristesse, etc. Et donc l'objectif principal, au-delà de ces objectifs divers, c'est de transformer ces comportements, de transformer vos comportements et votre manière de voir les choses, de sorte que le manipulateur n'ait plus prise sur vous, ou en tous les cas, de sorte d'être moins vulnérable à la manipulation, au manipulateur. Et une fois que vous aurez entrepris cette transformation-là, le manipulateur ne réussira plus à jouer de la même façon sur vos peurs, votre sentiment de culpabilité ou encore sur vos principes, vos règles de vie. Et bien sûr, comme il perdra le contrôle, comme vous changerez, il va détester cela, il va détester cette perte de contrôle. Alors entre parenthèses, ce programme, à la base, je l'ai développé pour toutes les personnes qui ont du mal à s'affirmer. Donc il vous aidera non seulement à faire face aux manipulateurs, c'est-à-dire surtout à vous rendre moins vulnérable à la manipulation, mais il va vous aider au-delà de ça dans votre vie en général avec toutes les personnes de votre entourage. Donc ce programme va vous aider à vous transformer, même si vous n'avez pas affaire en ce moment à un manipulateur d'ailleurs. Et dans le cas où vous seriez en contact avec un manipulateur en ce moment, avec un manipulateur ou même plusieurs manipulateurs, pourquoi pas, et ce programme va vous donner des clés pour faire face à ce manipulateur. Donc la méthode Espoir, je le disais, c'est une méthode en 7 étapes. Je conseille une étape par jour, mais bien sûr vous pouvez aller plus vite ou moins vite, c'est selon votre désir, selon le temps dont vous disposez, le rythme auquel vous voulez aller. Et si vous faites donc une étape par jour, chaque jour vous franchirez une nouvelle étape, et le 7e jour vous maîtriserez l'ensemble de la méthode Espoir, et à partir de ce 7e jour, vous saurez précisément comment utiliser la méthode Espoir au quotidien. Voilà, j'insiste sur au quotidien. Ça va vous aider tous les jours, dans votre vie de tous les jours, dans vos relations de tous les jours. Alors, il y a de nombreux points que je vais aborder, je vous en donne quelques-uns, parmi donc les points qu'on va voir ensemble, en vrac. Il y a comprendre l'origine de vos peurs, prendre conscience des pensées qui vous freinent, qui vous bloquent, comment gagner en estime de soi et en confiance en soi,
Je vous donnerai une méthode simple en 8 étapes pour reprogrammer vos pensées automatiques. Comment transformer les messages qui vous affaiblissent en messages positifs. Une méthode en 7 étapes pour retrouver une vision positive de vous-même. Vous découvrirez la méthode précise en 5 étapes pour tenir compte chaque jour de vos besoins. Vous découvrirez la méthode en 5 étapes précises pour vous libérer de vos anciens réflexes. Vous verrez aussi comment agir au quotidien dans le respect de vos besoins, de vos droits et de vos objectifs. Voilà, donc je vous ai parlé de méthodes. Toutes ces méthodes-là, ce sont en fait des briques qui constituent la méthode, la grosse méthode qui les englobe, donc la méthode espoir. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'à terme, vous aurez transformé les pensées automatiques sur lesquelles s'appuie le manipulateur, et ça va vous rendre beaucoup moins vulnérable à la manipulation. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois dans cette vidéo. Ça va vous rendre beaucoup moins vulnérable à la manipulation, et ça va vous aider aussi énormément à faire face aux manipulateurs. Mais au-delà de ça, ça vous aidera dans votre vie de tous les jours, avec les personnes que vous côtoyez. Vous gagnerez en confiance en soi, vous gagnerez en estime de soi, et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Concrètement, ça se présente comment? Eh bien, c'est une méthode pas à pas en 7 étapes, je l'ai dit. En réalité, c'est plutôt 6 plus une étape, 6 jours, progressivement pour réfléchir. Et la dernière étape, on remet tout ça ensemble et ça vous donne une méthode à appliquer au quotidien. C'est 3h30 d'enregistrement audio que vous pouvez écouter, réécouter indéfiniment à votre rythme et à votre guise. C'est aussi un programme que vous pourrez consulter chaque fois que vous aurez besoin d'y puiser des conseils, de l'énergie, de l'inspiration ou encore des réponses à vos questions. C'est pas forcément quelque chose, d'ailleurs je le déconseille même, que vous devez écouter une fois et puis ensuite ranger dans votre bibliothèque ou sur votre disque dur. Non, c'est quelque chose qu'il faut revoir régulièrement, tranquillement à votre rythme, et vous vous en inspirez régulièrement. Vous suivez certaines des méthodes de la grosse méthode quand vous en avez besoin, et ensuite au quotidien vous pouvez utiliser la méthode espoir. Ce sont aussi des techniques faciles et concrètes, j'insiste vraiment sur le fait qu'elles soient très concrètes, et vous trouverez aussi des exercices pratiques pour mieux vous connaître. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur ce programme, j'ai dit l'essentiel. Si vous voulez voir la présentation détaillée, cliquez sur le lien ci-dessous, sous cette vidéo, dans la description, et vous accéderez alors à la page de présentation de la méthode espoir. Et sur cette page, vous allez trouver le lien pour accéder au programme complet, la méthode espoir. Je le répète, vous allez maintenant cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener sur la page de présentation de la méthode espoir, et sur cette page-là, vous trouverez un lien pour accéder au programme. Ce lien se trouve tout en bas. Si vous ne voyez pas la description apparaître, par exemple si vous êtes sur YouTube sur smartphone, il faut la faire apparaître en cliquant juste en bas à droite de la vidéo sur le petit triangle pointant bas. C'est une petite flèche. Vous cliquez dessus, la description apparaît. Et vous regardez, j'ai mis plusieurs liens dans la description. L'un de ces liens vous amène sur la page qui vous présente la méthode espoir. Et sur cette page-là, je le répète, vous trouverez un lien pour accéder au programme complet. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous allez donc cliquer maintenant tout de suite sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite sur la page suivante où vous allez trouver donc la présentation détaillée de la méthode espoir. À tout de suite.